Bonjour tout le monde. Je pense qu'on a mis tout le monde. Bon, parfois il y a des gens qui se joignent à nous après, mais on va néanmoins débuter maintenant. Alors, avant de vous présenter les conférencières, je vais me présenter. Donc, mon nom est Martin Blais. Je suis titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres à l'Université du Québec à Montréal. Et cette conférence s'inscrit dans notre cycle de conférences annuel. Donc, on essaie de recevoir une fois par mois des chercheurs qui nous présentent leurs travaux. Et ce mois-ci, on a la chance de recevoir Julie Podmore et Alison Bain pour une conférence qui s'intitule Queer Burbia, la création de lieux LGBTQ2S dans les banlieues canadiennes. Alors, je vous présente rapidement les personnes conférencières avant de leur céder la parole. Alors, Julie Podmore est géographe sociale urbaine spécialisée dans les questions de genre et de sexualité dans les espaces urbains. Elle est professeure au département des géosciences du Collège John Abbott et professeure adjointe affiliée à l'Université Concordia. Ses recherches portent sur l'urbanisme queer, les géographies historiques lesbiennes, l'activisme LGBTQ+, dans les espaces publics et la queerisation des banlieues canadiennes. Alors, elle est accompagnée aujourd'hui d'Alison Bain, qui est professeure de géographie à la Faculté des changements environnementaux et urbains de l'Université York à Toronto et éditrice de l'Urban Studies Journal pour l'Amérique du Nord. Alors, Alison est géographe sociale urbaine également et étudie les inégalités dans l'aménagement des espaces urbains et suburbains contemporains. Ses recherches portent sur les possibilités spatiales, infrastructurelles et créatives des villes et de leurs périphéries pour les travailleurs, travailleuses culturelles et les populations LGBTQ+. Alors, sans plus tarder, je leur cède la parole et Julie et Alison, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation pour cette conférence. Je promets d'être très intéressante. Merci. Bonjour tout le monde. Merci Martin merci à la chaire pour l'invitation présentée dans ce forum aujourd'hui. Pour le public, nous vous remercions toutes pour votre présence ici. Nous sommes ravis de présenter notre projet pluriannuel sur le sujet de Queer Burbia. Les géographies queer occidentales ont longtemps associé les communautés LGBTQ+, au centre-ville où les formations sous-culturelles queer ont été concentrées. Cette métronormativité a conduit les chercheurs à négliger d'autres vies queer, et surtout celles qui sont vécues dans les banlieues. Tout comme les petites villes et les zones rurales, les banlieues ont été définis comme des lieux d'impossibilité, les lieux très hétéronormatifs où les personnes LGBTQ+ doivent rester cachées ou se rendre dans la ville. De plus, les banlieues, dans leur dévouement à la reproduction hétéronormative, sont peut-être l'endroit par excellence à queeriser. En anglais, le mot suburb vient du latin et signifie près de la ville. Il s'agit d'une relation spatiale proche, mais dépendante, dans laquelle ce lieu inférieur se retrouve à l'extérieur, au-delà ou au-dessous de la ville. En Amérique, les banlieues ont spécialisé les idiots domestiques et de la classe moyenne blanche. Elles ont été également stigmatisées en tant que non-lieux, démodées, ennuyeuses et normatives, fragmentées sur le plan des infrastructures et peu attrayantes sur le plan morphologique. Pourtant, selon Roger Kyle, dans le monde de la suburbanisation planétaire, le 21e siècle, les banlieues sont globalement omniprésents et infiniment variables. Et en Amérique du Nord, plus de 70% d'entre nous y vivent. En réponse à ces changements, les spécialistes des études sur les banlieues mettent aujourd'hui l'accent sur leur diversité liée aux changements dans les structures des ménages, à l'évolution des rôles de genre, périphérisation de la pauvreté, la diversification ethnoculturelle, l'installation des réfugiés et la formation des banlieues ethniques. Mais ils ont négligé la diversité en matière de sexualité et de genre. Bien qu'ils soient souvent invisibles et mal servis, les personnes LGBTQ+ ont toujours été isolées ou placées dans les banlieues.
Et dans les contextes métropolitains, c'est dans les banlieues que les personnes LGBT tentent à garantir leurs droits à la ville, la place où ils revendiquent la redistribution, la reconnaissance et la rencontre avec les municipalités. Mais ces droits des lieux sont variables et contingents, déterminant les politiques d'inclusion des différents groupes sociaux et la manière dont ils accèdent aux ressources discursives et matérielles disponibles localement et aux structures des opportunités politiques, c'est-à-dire political opportunity structures, à tout moment pour faire, défaire et refaire les lieux. C'est l'objet de notre étude pluriannuelle qui a été financée par le CRSH et qui est maintenant documentée dans notre livre Queerburbia. Ce livre introduit notre néologisme Queerburbia, qui se réfère à la réconceptualisation de ce qui a été précédemment compris comme une impossibilité, c'est-à-dire les synergies entre le queer et le suburban. La Queerburbia se compose de 3 éléments clés. Un contre-argument à la métronormativité qui crée des possibilités pour les personnes queer dans les banlieues, les lieux considérés comme hétéronormatifs. Un concept qui met l'accent sur la relation entre le queer et le banlieue, transformant la banlieue d'un nulle part queer et un lieu habité par des corps queer et trans. Une invitation à comprendre et à réimaginer les banlieues de manière queer en y intégrant les alliés LGBTQ+, et l'activisme, les vies et les rêves qui s'y déroulent. Ce livre utilise le langue et les utiles conceptuels de placemaking, la création de lieux pour démontrer comment les pratiques spatiales LGBTQ+, rompent l'hétéronormativité de l'imaginaire suburbain et les remodèlent en tant que queer. En utilisant la triade faire, défaire, refaire le lieu, il retrace la façon dont les banlieues sont queerisées. Notre compréhension de la création de lieux queer retravaille la théorisation en 6 éléments de la création de lieux. Intensification, réalisation, libération, interaction, identité et création. Du chercheur en architecture David Seaman, tiré de son livre Life Takes Place. Pour Seaman, l'intensification de lieux fait référence aux plans gouvernementaux qui ordonnent le lieu, rendant sa réalisation possible par une actualisation progressive. C'est grâce à la libération générée par les événements inattendus et les interactions quotidiennes que les gens arrivent à accepter et reconnaître de manière consciente et inconsciente que ces lieux font partie de leur identité personnelle et communautaire. En fin de compte, pour Simone, l'idée de la création d'un lieu vient de la volonté d'améliorer le lieu de manière créative, grâce à une compréhension et une action réfléchie, mais aussi ajouterons-nous à un rêve imaginatif et collectif. Ensemble, ces dimensions phénoménologiques du lieu éclairent notre compréhension de la manière dont le queer pourrait transformer les banlieues grâce à les pratiques de faire, refaire des lieux. Voici comment nous verrons ce triade queer. Placemaking, à faire, est associé à une dynamique d'identification et de réalisation par les municipalités de manière de promouvoir l'inclusion, mais souvent en contradiction avec des redistributions plus équitables des ressources pour les personnes LGBT. Queer Place Unmaking, à défaire, implique le dynamique complexe de ébranlement la hétéronormativité par la libération des lieux avec la résistance et l'organisation de la communauté LGBTQ. Queer Place Remaking à refaire, qui est l'interaction et la création qui se produisent phénoménologiquement et individuellement à travers la vie et la rêve queer. Donc, nous considérons Queerburban Placemaking comme un processus dynamique, contesté, non linéaire et aspirationnel, une façon de défaire et refaire les banlieues, tout en absence de l'infrastructure pour la communauté
queer. En fin de compte, notre livre étudiait la relation entre la création de lieux et l'équité sociale du point de vue de la sexualité de genre. Nous demandons quelle innovation municipale en matière d'inclusion sociale est nécessaire pour soutenir la queerburbia. Nous remettons en question des limites des programmes d'inclusion sociale civique des banlieues en soutenant qu'ils répondent rarement à la résistance, l'organisation, à la vie et aux rêves queer. En termes de représentation, d'inclusion et de services aux citoyennes et citoyennes LGBTQ+, les municipalités réussissent rarement à retravailler les relations de pouvoir hétéronormatives et ne font pas grand-chose pour redistribuer les ressources. Au lieu, ils préfèrent les représentations comme ça ici, symboliques de l'inclusion et comptent sur les activistes LGBTQ+, les organisations communautaires et leurs alliés pour défaire et refaire le banlieue comme un tant que plus queer. Nous soutenons que la transformation des banlieues au service des résidents LGBTQ devrait déstigmatiser les populations, combattre la discrimination et la violence homophobe et transphobe, créer les services et des programmes pour répondre à leurs besoins et reconfigurer l'infrastructure municipale pour rendre les vies plus queer et plus vivables dans les banlieues. Ensemble, nous avons étudié 10 municipalités situées à la périphérie des 3 plus grandes régions métropolitaines du Canada: Toronto, Mississauga, Brampton, Markham et Ajax, Vancouver, Burnaby, New Westminster et Surrey, et Montréal, Laval et Longueuil, l'ouest de l'île, pardon. Nos principales sources de données comprennent le recensement, la presse écrite et les documents de communication municipale, des entretiens informatifs avec des responsables municipaux, des fournisseurs de services et des organisateurs communautaires, des groupes de discussion, des entretiens d'explication des photos, ainsi que des années d'observation et de participation sur le terrain. Nous avons choisi nos sites sur la base d'une analyse préliminaire du recensement et de la presse écrite. Les données du recensement sur le ménage de même sexe, bien que très limitées pour l'étude des populations LGBTQ+, indiquent une décentralisation et une reconcentration significative dans les banlieues de la région de Vancouver, avec une centralité plus forte dans la région de Toronto et une nuance genrée pour la région de Montréal, où des ménages de même sexe féminin sont plus susceptibles d'habiter en banlieue, surtout dans les banlieues de 3e rang. Les représentations dans la presse, écrites de 1988 à 2014, ont révélé des changements dans la balance de la représentation des questions LGBTQ+, des différences dans le niveau de discours dans chaque région. Vancouver générant le plus d'articles. Il y a eu évolution du scandale et de la sensation concernant la visibilité publique des documents LGBTQ+, vers le reportage sur la militance et l'organisation des mouvements LGBTQ+, dans les écoles, les élections fédérales, les églises et les espaces commerciaux et publics. Nous allons maintenant décrire les différentes dimensions de la construction, déconstruction et reconstruction des banlieues. Nous commençons par les services municipaux et l'inclusion, donc placemaking, suivi de la résistance parapublique et l'organisation militante LGBTQ+, place unmaking, et finalement de la vie et le rêve individuel et collectif, place remaking. Inclure. Les municipalités mettent en place des inclusions qui sont instrumentales, universelles et matérielles, mais les pratiques d'inclusion sont très variables de l'une ville à l'autre. S'inspirant des politiques d'inclusion sociale à la plus grande échelle, les municipalités mettent en place des inclusions génériques qui ne privilégient pas de manière disproportionnée un groupe social spécifique. Concernant les populations LGBT+,
Cette généralité leur permet d'éviter les confrontations avec les groupes homotrans négatifs. En s'appuyant sur le rôle de batteur institutionnel et de gestionnaire d'infrastructures, de ressources et de services communautaires, les municipalités actualisent progressivement les possibilités pour les personnes LGBT sélectives d'inclusion sur la place. En ce sens, les municipalités fonctionnent comme des institutions civiques comme Upper Ground. Donc, leurs actions et leurs pratiques d'alliance façonnent les structures d'opportunités politiques et les paysages ressources pour les LGBT. Political Opportunity Structures, le concept qui vient de Taro, sont des dimensions cohérentes, mais pas nécessairement formales, permanentes ou nationales, des contextes politiques externes qui peuvent encourager ou décourager l'action collective de façonner les ressources mises à la disposition des citoyennes et citoyennes. Resource landscapes sont des biens collectifs économiques, matériels, émotionnels et symboliques qui sont potentiellement disponibles pour le soutenir à la création des lieux et les vies LGBTQ+, et qui conditionnent les acteurs et les actifs locaux qui peuvent être mobilisés au service des groupes marginalisés. C'est ce type de service municipal qui est clé dans la création des lieux pour les LGBT dans les banlieues canadiennes. Les actes civiques de Rainbowization répondent aux besoins pour l'ordre environnemental automatique municipal. En plus, il leur permet de performer la progressivité par rapport à la communauté LGBT en utilisant les pratiques et les rituels esthétiques. Il s'appuie sur un ensemble de références infrastructurelles telles que passage piéton arc-en-ciel, le hissage de un drapeau arc-en-ciel ou en transformant l'éclairage des plazas municipales en arc-en-ciel. Si les arcs-en-ciel sont souvent temporaires, ils font partie d'un ensemble de performances annuelles d'inclusion qui forment les marques municipales, un calendrier d'événements communautaires destinés à être reconnus officiellement. Pour les groupes LGBT, ce sont des proclamations annuelles de la fierté ou d'autres événements, surtout ici au Québec, notamment la Journée internationale contre la homophobie, biphobie et transphobie, qui marquent l'inclusion des personnes LGBT dans les municipalités. Il existe une temporalité éphémère des pratiques civiques LGBT, alliances institutionnelles de premier ordre. Tout en offrant un certain degré de visibilité annuelle, l'absence de politique d'inclusion au-delà de ces pratiques symboliques ne fait pas des municipalités périphériques que des lieux qui durent le reste de l'année. Pour résister aux limites des structures politiques municipales périphériques et de leurs ressources, les communautés LGBTQ+ s'allient souvent avec des institutions parapubliques. Ce sont des entités organisationnelles investies d'une autorité publique qui fonctionnent sans lien de dépendance pour fournir des infrastructures qui sont partiellement financées par le gouvernement. Par exemple, les écoles publiques, les collèges, les universités, les bibliothèques publiques, les corps de policiers et les églises. Bien qu'ils considèrent rarement des services pour la communauté LGBTQ+, comme leur responsabilité principale, ils deviennent souvent par hasard leurs alliés clés en banlieue pour plusieurs raisons. Premièrement, les employés qui se sont identifiés comme des personnes LGBTQ+, peuvent temporairement fonctionner comme des militantes de l'intérieur. En anglais, c'est insider activists, chargés de projets spéciaux pour augmenter la visibilité et l'inclusion des personnes LGBTQ+. Deuxièmement, les personnes LGBTQ+ en banlieue sont portées à l'attention d'organisations parapubliques lors de la consultation sur les services. Ils sont souvent remarqués par des alliés non LGBTQ+, qui sont des champions de leur cause. On faisait de l'inclusion des minorités sexuelles et de genre une priorité. Troisième,
Troisièmement, les institutions parapubliques sont souvent encouragées à devenir des alliés de la communauté LGBTQ+, par les influences upper ground qui se répercutent sur les unités administratives à plus petite échelle. LGBTQ+, Place Release, libération des lieux, est rendu possible par les moments de coalition, ou coalitional moments, générés par les relations interorganisationnelles et les alliances institutionnelles de deuxième ordre pour faire et refaire les banlieues en tant que lieux LGBTQ+ positifs. Nous utilisons l'expression place release pour désigner les perturbations du lieu par les LGBTQ+, facilitées par insider activists qui libèrent les banlieues de l'hétéronormativité et remettent en question son ordre disciplinaire. Les institutions parapubliques urbaines produisent une libération des lieux urbains et en exerçant une pression et en complétant les lacunes des structures d'opportunités politiques et des paysages de ressources des municipalités périphériques. Bien que les organisations aient invariablement des objectifs, des tactiques, des idéologies et des logiques de délibération différentes, leur coopération apporte cohésion et durabilité au paysage de ressources des banlieues. C'est comment ils deviennent des alliés institutionnels des LGBTQ+, et d'apporter des changements sociaux de premier et de deuxième ordre. En tant qu'établissement d'enseignement réglementé par l'État, les écoles publiques sont chargées d'enseigner, de socialiser et d'encadrer les jeunes en vue de participation plus importante des adultes à la société. Bien qu'elles soient ancrées dans les relations de pouvoir hétéro et cis-normatives, la communauté enseignante, syndicats, les responsables d'intégration, les bibliothécaires et les étudiants remettre en question ces relations en organisant les programmes LGBTQ+, par exemple les Pride Proms, et en créant les espaces sûrs et positifs pour les jeunes, par exemple les alliances allosexuelles, hétérosexuelles. Les campagnes d'espaces positifs LGBTQ+, dans les institutions d'éducation sont de l'origine dans les collèges et les universités, bien que ceux de banlieue soient souvent des écoles commuter où peu d'étudiants, de personnel ou de professeurs se rencontrent après les heures de cours. De nombreux queer bourbonites peuvent encore les identifier comme une place de refuge, la première occasion de participer à l'association avec d'autres étudiants LGBT. Les bibliothèques publiques sont des institutions civiques polyvalentes qui servent le bien public, qui aspirent à représenter et engager de manière proactive divers groupes sociaux sans discrimination. Avec dextérité et une grande autonomie, les réseaux des bibliothèques publiques de banlieue fournissent d'importants moyens de soins queer avec leur collection, leurs expositions, de leurs instruments de recherche, de la programmation, notamment par les clubs de lecture LGBT et les heures de compte de drague. À côté, les écoles, des collèges et l'université, les bibliothèques font partie des rares institutions qui sont désignées comme les lieux sœurs pour les publics LGBT. Et aussi, les forces policières municipales et nationales sont un autre allié institutionnel clé, en particulier pour les jeunes LGBT en banlieue. Mais cela, comme on sait, pose des problèmes en raison de l'histoire de la brutalité de la police. L'accent a été mis de plus en plus sur la formation d'une force de police queer-friendly. Le poste de police des banlieues favorise souvent les relations interorganisationnelles en accueillant les comités consultatifs LGBTQ+, et des tables rondes entre les polices et la communauté. Ces initiatives ont permis les polices de banlieue de jouer un rôle de premier plan
dans la promotion de l'égalité entre les personnes LGBT, les formations Queer Competency, la participation des événements communautaires comme Pride et des programmes de sécurité. Dans certains cas, les forces de police nationales, par exemple la gendarmerie ici, luttent contre la négligence municipale et contre le hétéroactivisme, comme dans le cas de cet événement de hissage du drapeau arc-en-ciel au poste de GRC de Surrey. Enfin, bien que les personnes LGBTQ+, entretiennent des relations contradictoires avec les doctrines de la religion organisée, les églises constituent un autre allié institutionnel important en banlieue. Les églises protestantes, mainline, ont longtemps joué un rôle de facilitateur et de défenseur des minorités sexuelles et de genre. Plus que des espaces tolérants, de nombreuses églises unies des banlieues canadiennes ont été transformées en espaces d'affirmation des LGBTQ+, grâce à des pratiques de Affirm United. Ensemble, ces institutions parapubliques constituent la base et la force de cohésion des communautés généralement éphémères et manquant d'infrastructures queer. Ils s'appuient sur les idées, l'énergie et l'expérience de insider activists et de champions qui travaillent dans une interaction dynamique entre institutions afin de faire les changements politiques. Mais cette dépendance à l'égard des individus se traduit par des schémas LGBTQ+, idiosyncrasiques, déstabilisés par les changements de carrière, la perte des réseaux institutionnels et les ruptures dans la relation avec la communauté. La queerburbia est née de formes de créativité vernaculaire et d'improvisation qui créent parfois des solidarités inattendues. Les espaces queerburban sont en grande partie les sous-produits organisationnels de collaboration stratégique et de solidarité dans l'underground queer et le middle ground intermédiaire. L'organisation militante des banlieues produit consciemment des espaces positifs pour les LGBTQ+, afin d'échanger des informations et des connaissances, d'établir des relations interpersonnelles et d'accéder à des ressources dispersées. Par rapport aux villes centrales, la banlieue queer est limitée dans son mouvement pour les droits. Elle compte moins de mouvements de protestation et moins des commerces LGBTQ+, mais elle est disposée d'un riche éventail d'organisations culturelles qui organisent des activités sociales, des sports et des spectacles, en particulier la culture drag, qui marque les espaces suburbains comme étant queer. Nous avons développé une typologie de l'activisme queerburban qui incorporait les actions de résilience, de retravailler, reworking, et de résistance de syndicats pour comprendre comment les micro-espaces publics des interactions quotidiennes dans le banlieue sont défaits et refaits en tant qu'espaces queer. Les mouvements Pride, les événements les plus visibles qui rassemblent des organisations locaux et régionales de toutes sortes, forment le nœud organisationnel temporaire d'une structure de base. Les organisations sociales et culturelles, les activités attirent les populations LGBT pour les divertissements, le soutien social, la construction de communautés ethnoculturelles, et les activités de levée de fonds, par exemple, qui offrent une cohérence temporaire à travers les paysages fragmentés. Les organisations de services offrent les ressources des programmes dans les domaines de la santé, de la jeunesse, des personnes âgées, des immigrants et des réfugiés. Et les organisations de défense de droits promouvoir le respect des personnes LGBT par les moyens juridiques, des actions de lobbying et les projets éducatifs. Variable géographiquement et subjectivement intersectionnelle, la vie queerburban prend place à travers des ensembles particuliers
d'interaction de lieux rendues possibles par les possibilités d'infrastructures sociales. D'après Seaman, Place Interaction fait explicitement référence aux activités quotidiennes et des résidents et ses utilisateurs. Excusez-moi. C'est de façon donc, ils occupent habituellement les lieux qui entouraient pour faciliter les mouvements et des repos, la sociabilité et l'appartenance, la reconnaissance et le soutien. Dans les lieux, c'est l'infrastructure qui liait le monde à lui-même, à la fois matériellement et socialement, en offrant les possibilités de la vie différentes. Infrastructural affordances sont des relations entre les propriétés matérielles de l'infrastructure et les êtres qui l'habitent. Si l'infrastructure peut être utilisée de manière inattendue, ces possibilités favorisent les modes variables de la vie publique. L'infrastructure peut être interprétée comme hétérosis-normative lorsqu'elle offre des capacités d'action fiables aux personnes hétérosexuelles et cisgenres, en limitant les capacités des minorités sexuelles et de genre par les dysfonctionnements. En absence d'une infrastructure queer explicite et proche de lieux nocturnes commerciaux et une programmation positive LGBT régulier, les queer Bourbonites s'appuient sur les espaces suburbains accessoires pour la reproduction sociale des queers, y compris les maisons, les parcs et les espaces verts, les lieux sociaux et aussi la transportation publique et privée. En utilisant autrement l'infrastructure sociale suburbaine, les personnes LGBT subvertisent sa logique et mettent en œuvre la queerburbia sur le plan micropolitique. Rêver n'est pas seulement un désir individuel d'échapper à l'oppression pendant le repos ou un processus d'imagination d'une vie différente. Lorsqu'il est partagé collectivement et socialement, il peut construire de manière réparatrice des avenirs queer et trans. La création de lieux queer bourbon est donc fondée sur un sens de l'appartenance commune. La cartographie perceptuelle est un outil puissant pour la narration des rêves qui pourrait refaire le monde autant qu'il le décrit. Notre recherche a traité la cartographie comme une entreprise collective mobilisatrice qui pourrait réveiller des réalités invisibles ou impassées jusqu'à présent. Collective countermapping a permis aux participants de remettre en question les représentations dominantes et de dénaturaliser ce qui apparaît comme donné. La cartographie collective de l'infrastructure queer avait une fonction réparatrice, permettant aux gens de se situer, d'apprendre les uns des autres et de renforcer la présence commune. Ni unifiée, uniforme, ordonnée, prévisible, exhaustive ou étendue, et doublement située dans le passé et le présent. Les cartes qui ont été désignées par les participants visualisent les connaissances socio-spatiales. Elles mélangent l'imaginaire, le virtuel et le réel pour refaire les lieux de la banlieue et rêver à leur futur inconnu. En utilisant les éléments cognitifs de Kevin Lynch, nous avons interprété des cartes à travers des chemins, des limites, des régions, des nodes et des points de repère. Les chemins sont des lignes du mouvement en réseau régional qui permettent aux queers d'accéder aux ressources et aux infrastructures sociales. Ils évoquent également la mobilité automobile et les transports en commun qui renforcent les mobilités et permettent l'autonomie et l'expression personnelle.
Les limites ou des barrières physiques qui, pour les queers, forment des lignes de transition entre l'intérieur et l'extérieur, celles qui délimitent des zones de sécurité dans des lieux qui invitent à un sentiment d'inclusion. Les régions sont des zones distinctes. Pour les personnes LGBTQ+, ils en sont orientés sur les dynamiques à la fois magnétiques et repulsives vers les villages gays, qui sont pleins de ressources du centre-ville, mais aussi très éloignés. Les nodes sont des lieux de rassemblement où les chemins se rencontrent. Pour les queers, ils représentent des îlots de présence matérielle et virtuelle, d'amitié et du confort au sein des foyers, des quartiers et des lieux de travail. Les points de repère sont des éléments du paysage qui s'orientent. Pour les queers, ce sont des fragments d'infrastructures sociales. Par exemple, des parcs, des bibliothèques, des groupes PFLAG, des rues et des paysages de piétons arc-en-ciel. Dans leur zone de vide et leur juxtaposition, des cartes collectives sont nécessairement incomplètes, mais elles ressentent les banlieues de l'extérieur vers l'intérieur. Elles agrèguent la globalité de la banlieue queer, rêvant à l'existence du monde de vie collective queer dans les banlieues. Donc, la conclusion. À l'aide d'une comparaison homologue des différents banlieues situées à la périphérie des trois plus grandes régions urbaines du Canada, cette communication et le livre, donc, il est tiré, a analysé les pratiques relationnelles de représentation, d'inclusion, de services, de résistance, d'organisation, de vivre et de rêver afin de diriger le processus de faire et refaire les lieux comme queer. Nous avons déconstruit les représentations, les dynamiques civiques, l'activisme institutionnel et organisationnel parapublic et individuel et collectif, ainsi que les pratiques quotidiennes de vie et de rêve qui font la queerburbia. Mais la queerburbia est aussi un néologisme, comme nous proposons aux chercheurs, aux urbanistes et aux militantes communautaires, comme contre-argument à la métronormativité et comme moyen de reconfigurer l'impossibilité des banlieues queer. La queerburbia réenvisage la périphérie métropolitaine comme un site de l'avenir queer qui peut soutenir activement et directement la vie et le rêve des citoyennes queerburban. Notre travail démontre que les personnes LGBTQ+ en banlieue n'ont jamais été les simples récepteurs passifs des politiques, programmes et services municipaux. Au contraire, ils et elles sont des utilisateurs innovatrices et on propose dans le livre des pirates, hackers de l'infrastructure sociale des banlieues qui interviennent avec l'activisme de socialisation et de l'habitation pour faire et refaire les lieux queer. Mais située au sein d'une nation coloniale et intégrée dans sa législation, notre étude montre toutefois que le banlieue queer canadien est plus différent que semblable. Bien qu'il existe des points communs entre les queerburbia et ce vaste pays, les municipalités périphériques étudiées sont différentes en termes de langue, de démographie, d'idéologie politique, de classe sociale, de concentration ethnoculturelle et aussi des niveaux de militance LGBT. En outre, il existe certainement d'importantes différences entre cette étude canadienne et des périphéries urbaines multiples qui existent ailleurs, qui prennent forme dans le monde entier et qui n'ont pas encore été examinées. Donc, nous invitons d'autres chercheurs à se joindre à nous pour étudier la diversité des queerburbia à l'échelle mondiale
un monde de queerburbia nous attend. C'est fini, merci.